La côte sud-est abrite quelque chose d'encore pire que la mer Rouge, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Ils ont pris l'habitude de tirer sur ces navires. Et les hoodies sont présents, ce qui devient vraiment ennuyeux. En réponse, les États-Unis, même la marine et ses alliés, se sont rendus dans ces voies navigables pour protéger le commerce mondial. Mais la tactique des hoodies leur rend la tâche difficile. Comme l'Iran soutient les hommes cagoulés, ceux-ci ont accès à plusieurs drones à des fins autres que la surveillance. Ils disposent également de drones plus sophistiqués de type SAMAG, capables de frapper des cibles à 932 miles de distance et de Cruiser KSF-1. Ces drones peuvent être utilisés pour frapper des cibles situées au large de la mer Rouge, où transitent chaque année 1000 milliards de dollars de marchandises, car les islamistes contrôlent tout l'ouest du Yémen. Bon, voilà le problème. Quelle est la solution? Souvent, abattre ces drones n'est pas la solution. Ils se déplacent rapidement et sont difficiles à atteindre avec les techniques cinétiques conventionnelles. L'utilisation de missiles guidés pour les abattre présente un certain nombre d'inconvénients, que vous découvrirez dans un instant. Heureusement, les drones peuvent être arrêtés en plein vol sans jamais entrer en contact avec eux. Il suffit de couper leur transmission pour qu'ils tombent. Pour cela, les brouilleurs sont utiles. Il en existe probablement de gros aux États-Unis, mais ils se présentent sous différentes formes et tailles. Navires de la Marine en mer Rouge. Voici une illustration. De novembre 2023 à mars 2024, le destroyer USS Mason a engagé le combat avec les drones en mer Rouge. À ce moment-là, le navire a fait face à la menace des drones sans tirer un seul coup de feu. Cependant, d'autres navires étaient engagés dans le combat aux côtés du Mason. La destruction réussie de plusieurs drones à capuchon par les marins à bord de l'USS Gravely le 19 février 2024 a été l'un des événements les plus marquants en mer Rouge. Les vols de fin 2023 et début 2024 étaient en quelque sorte un programme pilote, selon des documents de la marine. Ces mois de combat ont servi de modèle à la flotte plus importante pour utiliser efficacement les systèmes électroniques anti-drone, ce qu'elle a fait plus tard dans l'année. Bien que la marine n'ait pas divulgué la méthode précise qu'elle a employée, les destroyers tels que le Gravely sont équipés de l'AN/SLQ-32, parfois appelé Slick-32. Le Slick-32 est très puissant. À des fréquences utilisées par les missiles guidés ennemis, il peut émettre une rafale de bruit électronique. Leurs systèmes de guidage sont alors perturbés par cette cacophonie. Le programme pilote non cinétique a été tellement couronné de succès que les équipages du Gravely et du Mason ont reçu des distinctions militaires pour leur conduite. Cependant, il existe une autre méthode pour attaquer les drones à capuche qui peut les empêcher de s'approcher d'un navire. Il s'agit de l'EA-18G Growler. Son apparence pourrait vous faire croire qu'il s'agit d'un Super Hornet FAA-18 classique, selon son constructeur, Boeing. Il s'agit de la plateforme d'attaque électronique aéroportée la plus sophistiquée au monde. Cet avion est destiné à la guerre électronique. Il a été utilisé contre des drones à capuchon dans la mer Rouge et brouille les transmissions hostiles tout en tentant de protéger les transmissions amies. Ce sont les pods de brouillage tactique dont est équipé le Growler. Et ils sont utilisés pour une grande partie de son travail. Vous pouvez être sûr que les Growlers sont occupés à bloquer les drones à capuchon, car ces pods sont suffisamment puissants pour arrêter même les minuscules dispositifs d'ouverture de portes qui peuvent déclencher des bombes artisanales. Mais ils sont capables de bien plus encore. Ces guerriers sont féroces. Un Growler a remporté sa première victoire aérienne en juillet 2024. Un missile AIM-120 aurait permis de porter ce coup direct. Le Growler peut attaquer un autre point faible des drones encapuchonnés. 2 autres victoires, indiquant des frappes air-sol réussies, ont été obtenues lors de l'opération de juillet 2024. Celles-ci ont été causées par des missiles AGM-88 AAR qui ont frappé les systèmes radars. Il est efficace de se concentrer sur la guerre électronique. En mer Rouge, les forces américaines ont abattu environ 500 drones à capuchon en février 2025. Malheureusement,
Cette réussite a eu un coût effrayant. Et il n'y a pour l'instant aucun signe d'accalmie. Dans quelle mesure les Houthis constituent-ils une menace chronique? Les États-Unis sont contraints d'agir. Des officiers de la marine et des spécialistes civils de la sécurité ont déclaré à l'AP que l'armée allait mener ces conflits les plus intenses depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais vous pouvez le vérifier en regardant les navires eux-mêmes. Il s'agit de destroyers de classe Arleigh Burke, dont les pods de missiles ont été déployés à tel point que la peinture de leurs écoutilles a brûlé. Parfois, les marins n'ont que quelques secondes pour réagir à un danger imminent. Les combats ont été si acharnés que les États-Unis ont lancé plus de missiles de défense aérienne entre octobre 2023 et mars 2025 qu'au cours des 30 années qui ont suivi l'opération Tempête du désert. Les Houthis en ont bien plus que 3 à distribuer. Un exemple de ce type s'est produit le 9 janvier 2024, lorsque les soldats à bord de l'USS Laboon ont dû abattre 18 drones en plus de 2 missiles de croisière anti-navires et d'un missile balistique. En janvier 2024, ils disposaient d'un large éventail de missiles. Les missiles de croisière A1, Mondab 1 et Rubez, par exemple, étaient stockés en grande quantité par l'armée yéménite. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés entre les mains des Houthis. Leurs portées respectives sont de 24,8 et 49,7 miles. Cependant, il existe également les missiles de croisière Sayed et Quds Z0, fabriqués en Iran et dont la portée minimale est de 497 miles. Les Houthis peuvent également être utilisés avec divers missiles balistiques. Parmi eux, on trouve le Moët, un missile solaire SA-2 modifié d'une portée d'environ 21 miles. Fabriqué en Union soviétique, leur soutien, l'Iran, leur fournit ou du moins leur apprend à fabriquer, les Falak et Tankil, qui ont des portées respectives de 279,6 et 310,6 miles, pour les Houthis qui veulent quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Bien que le nombre de missiles dont disposent les Houthis soit inconnu, il est suffisant pour leur permettre d'agir avec arrogance et de causer des dommages importants. Les Houthis ont déclaré avoir utilisé une combinaison de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones pour bombarder le porte-avions USS Harry Truman pendant 7 heures le 17 mars 2025. Si l'on compare cela à des événements similaires survenus en mer Rouge, cela n'a rien d'anormal. Les Houthis abordent les choses de manière intelligente. Avant de lancer une puissante attaque de missiles, ils tentent d'épuiser leur cible avec des drones jetables. Imaginez cela comme un combattant qui prépare un coup puissant en donnant des coups de poing répétés. Le problème réside dans l'incapacité de la marine à utiliser ces missiles de défense aérienne pour contrer la horde de drones qui s'approche. Sinon, lorsque les missiles ennemis pénètrent à l'intérieur, les marins se précipitent à l'extérieur, ce qui est exactement ce que veulent les Houthis. Cependant, cela pose un problème aux marins de la marine, car ils ne peuvent pas combattre les drones uniquement à l'aide de moyens technologiques, et ceux-ci peuvent également causer beaucoup de dégâts. Le 28 janvier 2023, les soldats de la Tour 22 en Jordanie l'ont découvert à leurs dépens lorsqu'ils ont été incapables de se défendre contre les drones ennemis utilisant des tactiques cinétiques, ce qui a entraîné la mort de 3 de leurs camarades et blessé 47 autres. Que peuvent donc faire les marins de la marine américaine? Retourner à l'école est une solution. Il s'agit d'un destroyer de classe Arleigh Burke équipé d'un armement principal de 5 pouces. À l'ère des missiles guidés, certains pensaient que les canons de navires étaient obsolètes, mais il est parfois préférable de revenir en arrière lorsqu'il s'agit d'affronter des drones rapides et peu coûteux. Des drones équipés de capuchons ont été abattus par la marine à l'aide de ces armes. Le coût nettement inférieur des munitions par rapport à celui des missiles de défense aérienne est un avantage certain. Cependant, ces canons obsolètes présentent un autre avantage. Les drones équipés de capuchons sont agiles. La marine utilise ces canons pour abattre ces drones furtifs à courte distance, car ils volent parfois trop bas et trop près de leur cible pour être touchés par un missile. Malgré la volonté de la marine de l'éviter,
L'afflux constant de drones furtifs a nécessité l'utilisation de missiles, car les canons et les systèmes de guerre électronique ne sont pas adaptés à toutes les situations. Nous avons évoqué l'utilisation par le Growler d'un AIM-120 contre un drone équipé d'un Sweat à capuche. Il existe de nombreux autres missiles. Depuis le début de l'opération Hoodie, la marine en a tiré environ 400. Ce nombre comprend un total de 20 missiles Evolved Sea Sparrow, ESSM-8 SM-3, 120 missiles SM-2 et 40 missiles SM-6. Environ 2,5 millions de dollars sont dépensés pour chaque SM-2, 4,3 millions de dollars pour chaque SM-6, et ainsi de suite. Le prix d'un SM-3 varie entre 12,5 et 28,7 millions de dollars. Au milieu de l'année 2024, la marine américaine a décidé d'utiliser des missiles AIM-9, Sidewinder et Hellfire, moins coûteux, pour abattre les drones, car cet investissement n'était pas viable. Cependant, chaque Sidewinder coûte encore plus de 500 000 $, tandis que chaque Hellfire coûte environ 150 000 $. C'est mieux, mais cela ne résout pas vraiment le problème. La marine peut-elle disposer d'un composant cinétique fiable, capable de détruire la horde de drones à capuchon sans dépasser le budget? Une vue aérienne de la Silicon Valley s'offre à vous. Le ministère de la Défense souhaite rejoindre l'industrie technologique américaine qui est concentrée ici. C'est pourquoi il y a créé en 2015 la Defense Innovation Unit, DIU. En juin 2024, la DIU a lancé un appel urgent. Elle recherchait l'aide du secteur commercial pour créer un système cinétique capable de détruire des drones de taille moyenne pesant environ 150 kg. En l'espace d'un an, elle souhaitait disposer d'un prototype fonctionnel permettant de réduire le coût de la neutralisation d'une unité ennemie. La DIU a clairement indiqué qu'elle ne recherchait pas actuellement de solution laser à ce problème. L'objectif final est de développer un système de défense multicouche pour les navires de la marine américaine qui soit à la fois abordable et efficace. Une technologie cinétique beaucoup moins coûteuse serait facilement accessible que l'utilisation de missiles, dont le prix peut varier entre 6 et 8 chiffres, si les brouilleurs ne parviennent pas à arrêter les drones. L'opération Prosperity Guardian, lancée en décembre 2023, comprend les tentatives de la marine américaine pour défendre le transport maritime commercial contre ses pirates contemporains. Cependant, certains ont critiqué cette initiative, estimant qu'elle ne va pas assez loin pour décourager le comportement des pirates. La marine américaine et ses alliés pourraient obtenir de meilleurs résultats s'ils parvenaient à mettre en place une défense plus économique contre ces innombrables drones à capuchon. Ce type d'agression navale organisée n'avait pas eu lieu en mer Rouge depuis des décennies. La dernière attaque de la marine américaine contre les infrastructures houthistes était davantage une démonstration de supériorité opérationnelle qu'une simple mesure défensive. Cependant, pour bien comprendre la portée de ces événements, il faut prendre du recul et examiner l'échiquier géopolitique qui a préparé le terrain. Les Houthis, une organisation rebelle chiite zaïdite basée dans le nord du Yémen, sont depuis longtemps le proxy asymétrique de l'Iran dans la péninsule arabique. Ce n'est pas leur victoire conventionnelle que Téhéran apprécie le plus chez eux, mais leur capacité à perturber le trafic maritime international, à mettre en danger l'Arabie saoudite et, désormais, à menacer directement les navires militaires américains et ceux de leurs alliés. L'ampleur et l'audace des attaques des Houthis ont récemment changé. Les Houthis ont commencé à attaquer des cibles américaines après s'être lassés, de harceler les ports émiratis et d'envoyer des drones dans les champs pétroliers saoudiens, des pétroliers commerciaux et des destroyers de la marine américaine dans les eaux internationales. Ils ont démontré leur volonté de défier directement la marine la plus puissante du monde en utilisant des drones et des missiles balistiques de plus en plus précis, dont certains peuvent être liés aux chaînes d'approvisionnement iraniennes. La réponse de Washington a été incroyablement puissante et chirurgicale, soutenue par des informations fournies par des satellites et des drones. MQ-9, Reaper,
Des groupes aéronavals présents dans la région ont lancé une attaque multi-axiale contre des bunkers de commandement présumés, des rampes de lancement de drones et d'importantes installations radars situées profondément à l'intérieur du Yémen. Ces frappes, qui ont été programmées pour coïncider avec des renseignements indiquant un barrage imminent contre des navires liés aux États-Unis et à Israël, n'étaient pas seulement punitives, elles étaient également préventives. L'opération a été décrite comme une démonstration moderne et exemplaire de domination cinétique par les analystes navals. En quelques heures, une vidéo a fait surface, montrant des bunkers renforcés rasés par des missiles à guidage de précision. La destruction des installations radar Houthis, qui surveillaient depuis longtemps les navires dans la mer Rouge, a été confirmée par des sources ouvertes. Plus important encore, un certain nombre de centres de commandement liés à des conseillers étrangers, notamment des techniciens présumés affiliés au CGRI, ont été détruits. Le message était clair. Les États-Unis ne toléreraient plus que l'instabilité soit utilisée comme arme stratégique dans l'un des passages maritimes les plus importants au monde. Cependant, cela allait au-delà de la défense. Il s'agissait d'un avertissement à la fois à l'intention des ennemis et des alliés. Cette frappe a envoyé un message à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, deux pays de plus en plus réticents à affronter directement l'Iran, indiquant que Washington continue de soutenir la sécurité régionale par des actions concrètes plutôt que par de simples paroles. Face à la menace croissante des missiles provenant du Nord, il s'agissait d'une démonstration d'unité bienvenue pour Israël. En outre, cela a confirmé que les États-Unis restent la meilleure option en matière d'assurance maritime pour les pays européens ayant des intérêts dans le transport commercial dans la région. Mais c'est l'Iran qui a reçu le signal le plus important. Le Pentagone a utilisé un paradigme de dissuasion calibré en décidant de lancer une attaque forte contre son mandataire sans affronter directement les forces iraniennes. Punir l'instrument, pas la main qui le manie. Téhéran n'a plus aucun doute sur le fait que l'escalade par procuration peut avoir des conséquences directes, même si elle reste limitée. L'équilibre technologique que cela met en évidence rend cette attaque encore plus significative. Les États-Unis utilisent des chaînes de destruction intégrées, qui relient des armes à longue portée, des moyens de cyberperturbation et des moyens de reconnaissance dans un flux opérationnel unifié. Tandis que les Houthis s'appuient sur des munitions vagabondes, des drones disponibles dans le commerce et des composants de contrebande. Le résultat est sans appel. Un camp contrôle l'espace de combat tandis que l'autre improvise. Une question stratégique cruciale se pose désormais. Comme on pouvait s'y attendre, la réaction de l'Iran à la frappe américaine a été provocante, mais remarquablement modérée. Téhéran a publiquement dénoncé Washington pour avoir prétendument violé la souveraineté du Yémen et exacerbé les tensions dans la région. Cependant, le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, semblait revoir sa stratégie à huis clos. Selon des interceptions satellitaires, les communications radio entre les centres de coordination connus des Houthis et les éléments du CGRI ont diminué. Les activités navales au large de Bandar Abbas sont passées d'un mode de déploiement à une posture défensive. Cela implique que les frappes américaines visaient non seulement les infrastructures réelles, mais aussi la perception de la portée et de l'anarchie de l'Iran. Jusqu'à présent, l'Iran avait agi en partant du principe que les États-Unis accepteraient un certain degré de harcèlement par l'intermédiaire de forces proxy. Cette hypothèse a été battue en brèche par la frappe. Elle a donné lieu à un nouveau calcul. Plus les proxys sont actifs, plus les canaux de commandement et les conseillers militaires de l'Iran sont susceptibles d'être pris pour cible. Il s'agit d'un changement risqué pour les dirigeants iraniens. Cela pourrait réduire à néant des années d'investissement calculées dans l'influence asymétrique, non seulement au Yémen, mais aussi en Syrie, en Irak et au Liban. Le concept même d'escalade niable est remis en cause si les États-Unis sont soudainement prêts à lancer des
Frappe préventive contre les infrastructures des forces par procuration sans répercussions politiques notables. Cependant, les Houthis sont confrontés à un dilemme plus urgent. Leur capacité à coordonner des frappes de missiles, à surveiller les routes maritimes et à mener des attaques complexes est considérablement réduite en raison de la destruction d'importantes infrastructures radar et de commandement. Selon les évaluations des services de renseignement, après les bombardements américains, au moins 2 livraisons de missiles à longue portée qui devaient être déployées dans les zones côtières ont été annulées ou redirigées vers l'intérieur des terres. Autrefois dépendantes de l'effet de surprise et du chevauchement des trajectoires d'attaque, leur doctrine opérationnelle est désormais confrontée à un choix: réduire leurs opérations et renoncer à leur influence maritime, ou continuer à mener des frappes et risquer des pertes encore plus catastrophiques. Pire encore, certains rapports font état d'une baisse du moral interne. Selon des communications interceptées par les gouvernements du Golfe, les commandants sur le terrain et les autorités politiques Houthis à Sanaa sont en désaccord. Certaines unités se demandent s'il est judicieux de provoquer une riposte américaine, d'autant plus que leurs propres soldats ont été tués lors d'attaques symboliques non stratégiques. Le paysage régional évolue à mesure que la poussière retombe. Longtemps théâtre d'affrontements de faible intensité et de piraterie, la mer Rouge est en train de devenir rapidement le nouveau front de la guerre hybride maritime. Selon certaines informations, le CENTCOM préconise l'expansion de la force navale américaine sous la forme de formations plus petites et plus maniables, telles que des drones, des navires de guerre électroniques et des navires de soutien axés sur le renseignement, en plus des groupes aéronavals. Les gouvernements du Golfe réévaluent entre-temps leur posture navale. Après des années de diplomatie prudente avec l'Iran et les Houthis, l'Arabie saoudite a discrètement rouvert les négociations avec des entreprises occidentales de défense afin de renforcer ses systèmes de défense antimissiles côtières et de détection des sous-marins. Déjà plus assertifs, les Émirats arabes unis et la France ont uni leurs forces pour développer un programme de renseignement maritime visant à suivre les menaces provenant de la côte sud du Yémen. Il s'agit d'un tournant stratégique pour les États-Unis, et pas seulement d'une opération régionale. La mer Rouge constitue un terrain d'essai pour la dissuasion intégrée, qui utilise une précision écrasante pour éliminer les menaces sans s'engager dans une occupation prolongée ou un combat sans fin dans un monde de plus en plus caractérisé par des conflits dans des zones grises. Cette stratégie a d'autres ramifications. Les responsables de la marine américaine et japonaise à Taïwan analysent les raids en mer Rouge afin de déterminer comment contrer les violations chinoises des voies commerciales. Si les milices maritimes en mer de Chine méridionale devaient se transformer en conflits armés, les analystes vietnamiens ont souligné que la réponse américaine pourrait servir de modèle pour une répression proactive le long des côtes. Même l'OTAN réexamine sa politique afin d'intégrer des forces navales d'intervention rapide sur le modèle de la réponse du CENTCOM, malgré l'importance qu'elle accorde généralement à la dissuasion terrestre en Europe de l'Est. En termes simples, l'influence des États-Unis. Au-delà du rayon de l'explosion, l'action de la marine américaine contre les cibles Houthis a des répercussions. Elle remodèle les doctrines. Elle réinterprète les seuils. De plus, elle rappelle à ses adversaires que la force physique, en particulier lorsqu'elle est stratégique, rapide et précise, reste importante à l'ère des tactiques asymétriques et des insurrections décentralisées. Le message stratégique global de cette frappe est sans équivoque. La marine américaine peut opérer avec une précision dévastatrice n'importe où, n'importe quand. Ce n'est pas que de la rhétorique. De la mer des Philippines au détroit d'Ormuz, ce fait a été démontré à maintes reprises. Cependant, c'est la complexité de son intégration, et pas seulement sa puissance de feu, qui distingue cette dernière opération. L'opération s'est appuyée sur des renseignements en temps réel provenant de données AIS commerciales, de radars navals, d'avions AWACS et de satellites.
les plateformes de ciblage tactique ont reçu des données provenant d'unités cybernétiques, des drones MQ-9. Reaper ont diffusé des images de reconnaissance en direct à des navires situés à des centaines de kilomètres. Les décisions ont été prises en quelques secondes, et non en plusieurs heures. Résultat, un maximum de dégâts et une exposition minimale. Les États-Unis ont récemment offert au monde une démonstration en direct de ce à quoi ressemble la guerre au 21e siècle. Les implications sont rassurantes pour les Alliés. Les pays de l'OTAN soumis à la pression maritime russe en mer Noire et en mer Baltique y voient un modèle dissuasif. Le Japon et la Corée du Sud reconnaissent l'importance d'une intégration plus poussée avec les capacités navales américaines alors qu'ils surveillent avec une inquiétude croissante le renforcement naval de la Chine. Même l'Inde, qui a toujours été non alignée, va probablement voir dans cette démonstration un argument de poids pour accélérer l'élaboration de doctrines navales communes et les exercices d'interopérabilité avec Washington. Cependant, les ramifications sont effrayantes pour les adversaires. Les répercussions immédiates ont bien sûr été ressenties par les Houthis. Le message est toutefois plus nuancé et beaucoup plus néfaste pour la Chine et la Russie. Il dit en substance: « Nous n'hésiterons pas à démanteler chirurgicalement votre influence si vous escaladez par l'intermédiaire de proxy. Nous n'allons pas envahir, nous n'allons pas occuper. Cependant, nous allons progressivement supprimer vos investissements stratégiques sans aller trop loin sur le plan politique ou militaire. » Dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, cette tactique asymétrique de contre-escalade est particulièrement pertinente. Les États-Unis indiquent qu'ils peuvent recourir à une force modulable, guidée par des capteurs intégrés, des technologies autonomes et des unités de réaction rapide, afin de dissuader toute agression plutôt que de dépendre de déploiements à grande échelle. En résumé, la dissuasion doit seulement être imminente et crédible. Elle n'a pas besoin d'être évidente. À Washington, le Pentagone planifie déjà ce que les responsables appellent des nœuds de dissuasion reproductibles, c'est-à-dire des emplacements maritimes clés où de telles opérations peuvent être menées en moins de 48 heures. Ces hubs sont en cours de mise en place de manière discrète dans des emplacements stratégiques tels que Diego Garcia, Guam, Rota et les réseaux logistiques étendus en Crète et à Djibouti. La létalité distribuée, ou la capacité à déployer une force écrasante à partir d'un réseau de plateformes plus petites, plus agiles et de plus en plus autonomes, pourrait être la clé de la domination navale américaine à l'avenir, plutôt que le nombre de porte-avions. Cette doctrine a été présentée à un public mondial, même si la mer Rouge en a été le théâtre immédiat. Cette frappe remet en question la viabilité à long terme de la doctrine asymétrique de Téhéran. Elle oblige Pékin à recalculer ses temps de réaction et ses délais dans les zones contestées. À Moscou, elle confirme ce que les échecs en mer Noire avaient déjà démontré. Si la logistique, l'intégration et l'adaptabilité sont médiocres, les postures high-tech n'ont aucun sens. L'avenir de la stratégie des Houthis est désormais compromis. Même si cela implique des dépenses croissantes, ils peuvent continuer à servir de bras armés de la politique étrangère iranienne. Ils pourraient également tenter de rechercher une légitimité, de négocier et de se réajuster. Quoi qu'il en soit, les répercussions spécifiques et sans réserve pourraient mettre fin à leurs frappes effrénées contre des cibles maritimes internationales, mais pas à la diplomatie. En fin de compte, cette opération représente un tournant dans la stratégie militaire américaine pour les années 2020. Et pas seulement dans un conflit régional. Ce n'était pas une surprise. Le régime n'a pas changé. Il s'agissait d'un assassinat propre, exécuté dans l'ombre depuis l'autre bout du monde, ce qui était plus dangereux pour les adversaires de l'Amérique. Cependant, pensez-vous que le DIU bénéficiera d'une défense cinétique efficace d'ici juin de cette année? Comme prévu? Pour l'instant, au revoir.